La fracture sociale chère, non pas à Jacques Chirac, mais à Emmanuel Todd, qui existe depuis 1995, s'accentue avec la crise et elle vient se doubler d'une fracture élective, en fait. C'est ça que... donc, comment on y répond à ça? Parce que est-ce qu'on élimine les régions? Est-ce qu'on élimine le président de la République? Est-ce qu'on sort du concert de la mondialisation? Est-ce qu'on invente d'autres systèmes pour ramener les jeunes générations, en tout cas dans la vie citoyenne? Céline, vous avez la primeur, vous êtes une femme, mais après Michel et Éric Le Boucher, puis peut-être Jean-Daniel voudra dire quelque chose. Les sondeurs peuvent penser l'avenir également et pas simplement que le présent. L'histoire électorale récente montre qu'on a été capable de mobiliser, c'était le cas en 2007 lors des présidentielles, des populations qui ne s'intéressent pas à la politique et qui sont largement désenchantées et indifférentes à l'égard de la politique. C'est bien qu'on peut mobiliser, en tout cas ponctuellement, y compris les très jeunes et y compris les catégories les plus défavorisées. Lors de cette élection, qu'est-ce qu'il y a eu de particulier? Il y a eu un cumul de facteurs favorables à la participation, l'offre notamment, et l'un de mes collègues a insisté là-dessus, je suis assez d'accord avec lui, sur le fait qu'en 2007, Nicolas Sarkozy a incarné un changement auprès de populations soit qui désiraient ce changement, soit qui en ont eu peur. Et en tant que telle, cette incarnation du changement a été très polarisante, donc a été mobilisatrice, y compris dans les quartiers populaires. Et puis ce qui a eu très spécifique en 2007 et qu'on n'a pas retrouvé depuis, c'est une campagne électorale de très haute intensité. Une campagne électorale de très haute intensité, susceptible d'atteindre jusqu'à ceux qui s'intéressent le moins à la politique. Qu'est-ce que c'est qu'une campagne de très haute intensité? C'est une campagne qui commence très tôt, avant la clôture des listes électorales. C'est extrêmement important, puisque l'étape de l'inscription est la plus exclusive des populations les moins intéressées par la politique. C'est là que beaucoup de choses se jouent. Et en 2007, si on a eu une si forte participation, c'est aussi parce que tout un tas de trentenaires ont parvenu à s'inscrire, parce que la campagne a commencé bien avant la clôture des listes électorales. C'est une campagne de haute intensité. Ça signifie aussi qu'elle a duré longtemps et qu'elle a été diffusée sur des supports de grande écoute, notamment à la télévision, à des heures où les jeunes regardent la télévision. Et du coup, par l'importance qu'a prise cette campagne, il y a eu une activation de ce qu'on appelle les dispositifs informels de mobilisation électorale, c'est-à-dire que ceux qui ont suivi les débats à la télévision ont incité leurs proches qui sont moins politisés qu'eux à aller voter. Il y a eu des mécanismes d'entraînement qui jouent beaucoup dans l'explication des taux de participation à l'intérieur des familles, au sein des groupes d'amis, au travail, et qui expliquent qu'on puisse mobiliser quelque part lorsqu'il y a une campagne de très très haute intensité. Bon, première remarque, vous venez quand même de ne pas être en total désaccord avec ce que j'ai dit, puisque j'ai bien insisté sur le fait qu'on est déjà dans la présidentielle. Et donc il y a déjà un début de campagne, on peut dire comme ça, pour la présidentielle. Mais ma remarque, elle est sur la logique de fond que vous avez décrite. Je serais assez d'accord avec ce qui a été dit. Ça date d'il y a assez longtemps. Et je crois que ce qui s'est passé dans le plus profond, c'est qu'on est passé d'un principe de conflictualité à une société de fracture, d'exclusion, de dissociation. Quand vous avez, pour simplifier, la classe ouvrière contre la bourgeoisie, ça ne veut pas dire que tous les ouvriers votent à gauche et que tous les bourgeois votent à droite, mais il y a un principe de conflictualité très fort qui va structurer le débat. Il y a ce que vous avez dit en plus, c'est issu, les banlieues rouges par exemple, où aujourd'hui on ne vote plus, à l'époque c'était tenu souvent par les communistes. Enfin, il y a un principe d'organisation, de structuration autour d'une conflictualité forte qui, me semble-t-il, est parti, est disparu. Il y a un vote dont on n'a pas parlé, qui est pourtant une élection, c'est le référendum pour l'Europe, qui a suscité aussi beaucoup de passion. Donc dès qu'il y a quelque chose qui mobilise, qui intéresse, qui agrippe, moi j'ai vu des jeunes, de façon très étonnante, acheter la Constitution pour la lire, enfin le projet de Constitution de Giscard, pour le lire. C'est quand même pas banal. Donc, bon, des gens dont je ne m'attendais vraiment pas à ce qui s'intéressent à ça. Et donc, je crois aussi, c'est pour ça que je pense que la désaffection, elle a quelque chose à voir avec c'est pas intéressant, c'est moins intéressant que d'autres choses, c'est pas important. Et puis finalement, rien n'a changé, et puis nos quartiers continuent à être à la dérive. Voilà le genre de choses que je voulais ajouter. Mais derrière tout ça, il y a quand même toujours la question sociale qui est revenue très fortement. En effet, il y a déjà 30 ans, avec le chômage. C'est la remontée du chômage au tournant des années 70-80 qui a fait que
qui a tout cassé d'une certaine façon, plus derrière la mondialisation qui a brisé l'État social en privant beaucoup de recettes. Donc les réponses, elles ont été assez mauvaises en général, puisqu'il y a cette baisse d'élections quand même. Les gens sont mécontents, par évidence. Et puis parce qu'on n'a toujours pas retrouvé de solution, en vérité. Je ne sais pas si on sort des années libérales, peut-être qu'on en sort, mais le modèle n'est pas clair. Pour revenir sur la politique, la gauche n'a pas encore trouvé en France quelque chose qui soit présentable. Le monde extérieur nous demanderait des changements radicaux, en fait, de réorganisation complète d'un système social par rapport au système économique nouveau, ouvert, peu industriel, plus souple. La flexi-sécurité, c'est de l'exemple typique. On va bosser en ayant 10 emplois dans sa vie, donc il faut se préparer à changer d'emploi, comment on fait, etc. Tout ça, on est encore à des années-lumière d'avoir organisé ces systèmes-là. On sait bien que c'est ça qu'il faut faire, on sait bien qu'il faut faire des changements radicaux, et pourtant, les hommes politiques peinent à les proposer ou n'ont pas d'idées, tout simplement. Donc il y a quand même un désarroi de solutions qui est extrême. Comment on en sort? Parce que c'était ta question finale. Je crois qu'il faut repenser beaucoup le système social. En ce moment, il y a beaucoup et le repenser avec la société civile, qui n'est plus rien à voir avec la société des années 50, qui est une société éduquée, qui est une société qui veut avoir son mot à dire, qui veut participer aux solutions. Donc il y a 1000 choses à faire pour le coup local, et puis après à faire remonter les expériences qui marchent. Mais on est loin quand même de... Je ne suis pas sûr qu'en 2 ans, Mme Martine Aubry ait trouvé la martingale. Nous, ce qui nous frappe dans les différentes enquêtes que l'on mène, et c'est probablement une spécificité française, c'est qu'on pourrait qualifier le rapport des Français à la politique un peu comme un amour déçu. C'est qu'il y a une attente très forte de politique et que les espérances ne sont pas entièrement comblées, et qu'au regard de la manière dont les Français voient d'une manière générale le rôle qui doit être joué par les responsables politiques, qui parfois est démesuré par rapport à leur pouvoir réel, il y a au final une déception entre la promesse et la réalité des choses. Et si vous observez les comportements des individus au quotidien, si vous comparez la manière dont se comportent les Français au regard de nos amis britanniques ou d'outre-Rhin, le moindre problème qui va se poser dans n'importe quelle petite structure va immédiatement remonter au niveau étatique, et ce, en dépit des processus de décentralisation qui ont été organisés depuis le début des années 80, accélérés au milieu des années 2000, et du fait même du rôle des régions aujourd'hui, qui est parfaitement inconnu de la part des citoyens dans leur capacité à pouvoir entreprendre des politiques publiques. Et donc lorsqu'il y a une absence d'enjeu, lorsqu'on imagine que les responsables politiques n'ont pas la capacité à pouvoir changer les choses, ou que derrière les élections, au final, tout finira ou tout restera, entre guillemets, comme avant, les intentions de se mobiliser, les leviers de facteurs de la mobilisation sont relativement faibles. En revanche, lorsqu'on estime qu'il va y avoir une conséquence, pas uniquement individuelle, mais individuelle et collective de son comportement électoral, les comportements électoraux sont nettement plus massifs et les abstentions apparaissent comme étant plus faibles.